Bonjour à tous, bienvenue pour votre présence. Voilà, donc aujourd'hui la thématique autour de la protection des données personnelles. Voilà, à moins d'un an de l'échéance de la nouvelle directive européenne sur la protection des données personnelles, on souhaitait vous présenter aujourd'hui un webinar. Donc c'est un format court, donc on n'aura pas le temps d'aborder en détail toutes les dispositions de cette directive. Le but aujourd'hui est de vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit cette directive, le but de cette directive. Ensuite, on a fait le choix, en s'appuyant sur les recommandations de la CNIL, de vous présenter certaines priorités à aborder pour traiter cette problématique de la GDPR et dans quel cadre ASI s'inscrit, dans quelle démarche ASI s'inscrit aujourd'hui et souhaite accompagner ses clients et ses prospects dans cette démarche de protection des données personnelles. Donc très rapidement, je vais très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas ASI, ASI est une ESN spécialisée dans le conseil et l'ingénierie autour de 3 offres, donc la transformation digitale, la data intelligence et l'intelligence collective. Donc c'est une entreprise qui va bientôt fêter ses 25 ans et de plus de 360 collaborateurs. Donc moi-même, je suis consultant et chef de projet à l'agence parisienne d'ASI. Philippe qui se présentera ensuite est spécialiste Big Data et Data Value à l'agence de Rennes. Voilà. Donc l'agenda d'aujourd'hui, on va faire en 2 parties. Une première partie, donc on va vous présenter aux alentours de 30-35 minutes notre présentation et on essaiera de se réserver au maximum 10 minutes pour répondre à toutes vos questions dans le cadre de cette présentation. Donc une première partie sur le contexte de la GDPR, se rendre compte de quels sont les bouleversements et les défis pour les entreprises avec l'arrivée de cette nouvelle directive. Et une deuxième partie, on va faire un focus sur 5 sujets prioritaires à aborder. C'est des sujets sur lesquels la CNIL va regarder en priorité les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de ces 5 points clés. Et enfin, on fera une synthèse de la démarche d'ASI qu'on souhaite proposer pour vous accompagner dans cette problématique de GDPR. Et on terminera par une séance de questions-réponses. Donc aujourd'hui, dans quel contexte sommes-nous? C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a une vraie explosion des données à caractère personnel. Vous le rencontrez dans votre vie privée et également dans votre vie professionnelle. Mais il y a une augmentation exponentielle de la quantité d'informations qui existent sur les réseaux. Il y a sur les réseaux sociaux d'entreprise, mais également sur d'autres médias. Voilà, les données personnelles explosent et elles ont un format qui est non structuré, c'est-à-dire que vous allez avoir différents types d'informations, soit du texte, mais maintenant vous avez également des images, des vidéos, donc vraiment une explosion de la quantité d'informations qui est stockée et une explosion de la diversité de l'information. Donc ça rend compte de la problématique par rapport à la gestion de cette information et surtout de l'information à caractère personnel. Après, la question centrale, c'est qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Alors, si on s'appuie sur la définition de la directive, on considère qu'une donnée personnelle est une donnée qui identifie une personne physique de manière directe ou indirecte. Alors, quand on dit ça, ça a l'air simple, mais en fait, si on veut avoir une liste exhaustive des données personnelles, il n'y a pas de réponse prédéfinie à cette question. C'est un travail d'étude, on va le voir dans la suite de la présentation. C'est vraiment une réponse spécifique à chaque contexte, sachant qu'une entreprise, dans son contexte juridique, sectoriel, géographique, une donnée personnelle n'a pas forcément la même criticité ou n'a pas forcément la même sensibilité
entre entreprises, entre pays. Je peux prendre l'exemple, par exemple, dans le domaine des données ressources humaines. Vous avez des données qui concernent les données de santé des salariés. En France, il y a certaines informations qui sont considérées comme des données personnelles. En Espagne, c'est des données personnelles à caractère sensible. Donc on voit bien que chaque pays a sa propre définition des données à caractère personnel et surtout des données à caractère sensible. Voilà, donc simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a un boom des informations disponibles sur les réseaux et isoler ou définir un périmètre précis, c'est un travail très, très spécial sur lequel effectivement il faut construire une démarche avec une méthode et avec des outils pour pouvoir atteindre les objectifs d'identification des données personnelles. Avec l'arrivée de la nouvelle directive, qu'est-ce qui va changer ? Il y a déjà un existant avec les dispositions informatique et liberté. Il y a déjà un système où on fait des déclarations à la CNIL. Il peut y avoir des sanctions si on ne respecte pas la réglementation, mais effectivement on va basculer d'un système ponctuel, déclaratif, à un système de protection permanente. C'est-à-dire qu'avec cette directive, on va demander aux entreprises d'être proactives et d'appliquer des concepts dès la conception sur la protection des données personnelles, et c'est une protection en temps réel et une protection permanente. Donc c'est vrai, le grand bouleversement il est là, on passe d'un système qui était plutôt passif à un système actif, et également l'ampleur des sanctions évolue. Alors bien évidemment, ces sanctions seront à moduler par rapport aux entreprises ciblées. Bien évidemment, la CNIL ne va pas adopter la même stratégie entre des entreprises de petite taille et des grands groupes. Donc on voit bien que ces sanctions-là seront à géométrie variable en fonction des entreprises visées. Le défi pour les entreprises, quels sont-ils ? Alors, le grand changement, c'est que pour toute personne physique sur le territoire européen, on va pouvoir, par le droit, lui octroyer des droits sur la propriété sur ses données personnelles. Donc, il y avait déjà des droits qui existaient auparavant, le droit à l'oubli, le droit à la modification. Ces droits-là existaient déjà, mais n'étaient pas forcément bien appliqués ou difficilement applicables. Donc, le but de cette directive est de vraiment inscrire dans le droit européen et ensuite dans ses déclinaisons dans les pays membres l'application de ces droits-là. Et il y a également des droits nouveaux comme le droit à la réparation ou le droit à la portabilité. Donc ce qui est important, c'est que on veut accentuer et on veut vraiment caractériser la propriété des données personnelles et que chaque personne soit acteur sur ces données personnelles. Ensuite, à titre d'indication, le coût que peut représenter la mise en conformité des entreprises par rapport aux exigences de la directive GDPR. Voilà, on a des montants à titre indicatif, donc on se rend bien compte que pour les entreprises qui sont déjà très exposées, comme les banques et les assurances, ce seront des chantiers de grande ampleur, notamment sur le coût humain. Après, sur le coût technique, on est sur des infrastructures qui sont déjà matures, j'ai envie de dire. Ensuite, bien évidemment, pour d'autres entreprises qui n'ont pas la même taille, effectivement, les montants seront bien inférieurs. Donc, effectivement, il faut relativiser par rapport à ces montants-là qui caractérisent vraiment un cas très particulier des entreprises soit du CAC 40, soit des entreprises qui sont déjà très, très exposées par le caractère personnel des données qu'ils stockent et qu'ils manipulent. Enfin, voilà, je vous le disais, on est à moins d'un an, de la date effective de la directive en mai 2018. Donc, à moins d'un an, il est clair que aujourd'hui, les entreprises ne seront pas prêtes, ou en tous les cas en partie, pour appliquer toutes les dispositions pour être en conformité. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'il faut démontrer auprès de la CNIL que, à l'horizon 2018, que vous ayez entamé une démarche, que vous ayez pris conscience des enjeux de cette démarche et de pouvoir démontrer
que cette démarche est en cours et que vous êtes actif pour pouvoir implémenter les actions de mise en conformité au sein de votre entreprise. Donc c'est très important de démontrer que vous ayez pris conscience, que vous ayez démarré un projet GDPR au sein des entreprises. Alors idéalement, si vous êtes prêt en mai 2018, tant mieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises interrogées dans le cadre d'enquête considèrent que c'est quelque chose de très difficile à atteindre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on communique autour de cette démarche GDPR, justement pour anticiper le plus possible l'arrivée de cette échéance de mai 2018. Ensuite, il faut voir cette problématique comme non pas une contrainte, mais comme une opportunité. Effectivement, la mise en place des dispositions de la GDPR au sein de votre entreprise est une vraie opportunité pour soit renforcer ou alors mettre en place une politique de gouvernance des données au sein de votre système d'information. C'est vraiment le but, c'est de valoriser votre data et ça permet également d'améliorer votre gestion de la relation client. Donc ça peut être différents secteurs par rapport au marché, de pouvoir communiquer autour de votre effort que vous menez pour protéger les données personnelles de vos clients. Donc ce qui est très important, c'est de prendre cette échéance comme une opportunité dans un cadre d'amélioration continue, d'apporter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, soit en interne pour vos collaborateurs, soit en externe pour vos clients finaux. Voilà, donc c'était un peu un résumé du contexte de la GDPR et des défis qui arrivent pour les entreprises dès aujourd'hui. Voilà, donc je vais passer la parole à Philippe, qui va désormais nous présenter la démarche que propose ASI. Alors bonjour à toutes et à tous. Il faut bien voir que on a posé le contexte, très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prépare effectivement et comment on se met en route? Le plus dur dans ce type de projet, parce qu'il faut gérer la transition vers l'application et la mise en conformité de la GDPR, il faut la gérer comme un projet comme un autre, sauf que c'est un projet qui va toucher l'intégralité de votre structure, l'intégralité de votre entreprise, voire de vos filiales, voire de votre administration. Tout va être touché et tout le monde va être acteur de cette transformation et de cette mise en conformité par rapport à la GDPR. La CNIL a commencé à travailler sur le sujet et à donner un certain nombre de recommandations pour aider tous ceux qui ont envie de rapidement se mettre dans la démarche et pour cadrer un certain nombre de points de départ. Maintenant, tout n'est pas cadré. Essentiellement du fait que cette directive européenne aujourd'hui n'est pas encore retranscrite dans le droit français. La première chose en termes d'évolution juridique, c'est que cette directive va devoir être retranscrite dans le droit français. Et aujourd'hui, bon, on a changé de gouvernement, nouveau président, nouvelle assemblée. Les priorités sont pas forcément aujourd'hui de retranscrire immédiatement cette directive. Donc le risque qu'il y a derrière, c'est que on va retranscrire la directive peut-être en janvier, en février 2018, et elle va devoir s'appliquer 3-4 mois après. Une entreprise qui ne commence pas maintenant, ou en tout cas au sortir de l'été, au plus tard, à se mettre dans cette démarche, une entreprise qui de toute façon n'aura aucune chance d'être prête à temps et qui aura également beaucoup de difficultés à démontrer à la CNIL en cas de contrôle que la démarche est entamée, que les éléments sont en place et que le contexte global de la mise en conformité est pris en compte dans l'entreprise. Donc nous, on vous propose de suivre une partie de ces recommandations et de traiter un petit peu on va dire en cas pratique, les différents éléments. Il y a 5 priorités aujourd'hui qu'il faut que vous traitiez. D'abord, ça va être l'équipe et l'identification des gens qui vont être responsables au sein de votre entreprise ou au sein de votre structure de cette mise en conformité. Et vas-y, reviens sur le slide d'avant, Ernesto, s'il te plaît. Et donc derrière de nommer dans un premier temps un Data Privacy Officer, un Data Protection Officer. Les deux termes sont utilisés.
Ensuite, de pouvoir cartographier l'intégralité des données et en particulier les données personnelles. De tenir un registre des traitements des données de manière à pouvoir présenter à la CNIL tous les traitements qui sont associés aux données personnelles, de mesurer le risque de chaque donnée personnelle au sein de votre système d'information data et d'établir un plan d'action. Et derrière, on fera un focus sur un point qui, à notre sens, c'est un point qui va être très important et suivi en détail dès le départ par la CNIL. Ça va être la gestion, tous les outils que vous donnez aux personnes physiques pour gérer la propriété de leurs données personnelles et les droits que la directive leur donne sur le consentement explicite, sur la rectification, la modification de leurs données personnelles et sur le droit à l'oubli. Alors le premier point, on va parler de la notion de Data Privacy Officer, de Data Protection Officer. Le DPO va être vraiment la personne qui va au sein de votre structure être l'élément central de tout ce qui tourne autour de la protection de la vie privée, de la protection des données privées de vos clients, de vos utilisateurs. Son rôle, il va être assez simple. Comme c'est l'élément central, il va être amené à informer, à conseiller tous les responsables, toutes les directions, tous les chefs de projet qui traitent des données au sein de votre entreprise. Ça va être lui le point d'accès pour tout ce qui touche la mise en conformité et la protection des données. Ensuite, il va piloter, contrôler cette mise en conformité. C'est lui que la CNIL ira voir et c'est lui que la CNIL challengera sur votre plan d'action de mise en conformité. Et ensuite, il est également, et ça c'est très important, il est responsable de la transparence de la démarche. C'est-à-dire qu'il est responsable au niveau de votre société de l'honnêteté et de la visibilité que la démarche de mise en conformité va avoir. Il ne peut pas travailler tout seul. Donc le point d'attention principal, c'est de monter autour de lui une équipe pluridisciplinaire. Dans cette équipe, il va bien falloir faire attention à impliquer les gens du juridique, c'est normal, là on est dans un domaine juridique, mais également toutes les personnes, métiers et marketing qui vont avoir un impact sur ces données. Parce que c'est au niveau des métiers, alors RH, gestion des risques, vente, marketing, données, performance, audience si vous avez des sites internet. Tous ces métiers-là vont être en acteur direct avec les données et vont avoir envie d'utiliser ces données et vont savoir aussi comment elles sont utilisées et pourquoi elles sont utilisées. Donc ces gens-là vont être très importants pour aider le DPO à construire le plan d'action de mise en conformité. Et évidemment, il ne faut pas non plus mettre de côté la technique, puisque les principales évolutions que vous allez devoir apporter lorsque vous allez mettre en place un plan d'action, ça va être des impacts techniques sur vos applications, sur vos projets, sur vos systèmes, sur votre infrastructure. Un point qui est super important en pratique, c'est de donner à cette équipe les moyens de travailler efficacement. Pourquoi? Parce que c'est pas tout de nommer un DPO, c'est pas tout de dire à ce DPO, bah voilà, tu as un certain nombre de correspondants au sein de l'entreprise qui vont travailler avec toi. Mais si ces gens-là n'ont ni ligne budgétaire, ni charge réservée pour traiter le sujet, il ne se passera rien. Il y aura un DPO qui va brasser de l'air, et derrière, les gens n'auront pas le temps de travailler dessus. Donc, très important, quand vous montez cette équipe pluridisciplinaire, donnez-leur vraiment le moyen de travailler. Et après, vous pouvez vous appuyer sur des ressources externes. Alors, dans le cadre du DPO, la directive n'oblige pas, par exemple, les entreprises à ce que le DPO soit au sein de l'entreprise. Le rôle de DPO peut être externalisé, par exemple, il y a des cabinets d'avocats spécialisés dans le droit informatique et dans le droit des données qui proposent déjà des services d'être votre DPO, d'avoir cette responsabilité et donc de piloter, de contrôler votre mise en conformité. Donc ça c'est possible si vous avez une petite structure ou si vous n'avez pas aujourd'hui un correspondant informatique liberté qui serait en mesure de prendre le rôle de Data Protection Officer, de vous appuyer sur des cabinets d'avocats. De la même manière, il va y avoir comme ici, des ESN qui vont pouvoir vous accompagner sur cette démarche et qui vont pouvoir avec le DPO dans votre société, piloter les actions de l'équipe pluridisciplinaire. Donc ça, premier point, c'est
de construire votre équipe qui va être en charge de la mise en conformité. Derrière cette équipe, la première action qu'elle va avoir à mener, ça va être la cartographie de l'ensemble des données. Là, l'idée, c'est que l'ensemble de l'entreprise sache exactement quelles sont les données qui sont manipulées. Qu'elles soient neutres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact sur les données personnelles, qu'elles soient ce qu'on appelle les fameuses DCP, les données à caractère personnel, donc qui vont permettre l'identification d'une personne physique, et aussi, et surtout, mettre en évidence toutes les données qui vont être à caractère sensible et qui, elles, devront bénéficier d'une attention, d'un traitement particulier, parce que là, on rentre dans des choses qui sont pour le coup, on va dire, très personnelles. Ça peut être des éléments concernant la santé d'une personne, que ça soit d'ailleurs une personne, un collaborateur de votre entreprise, parce que tous les systèmes RH sont aussi impactés par la GDPR, ou que ça soit un de vos utilisateurs ou un de vos clients. Ou un de vos prospects. De la même manière, donc on a dit la santé, ça peut être des informations en termes de finances, combien il gagne, quels sont ses impôts, ça peut être des données en termes de religion ou d'orientation sexuelle. Ces genres de données qui peuvent être collectées ou qui peuvent être demandées dans le cadre de traitements particuliers ou de services particuliers que vous auriez à offrir à vos clients, ces données-là sont caractérisés comme sensibles par la directive et devront bénéficier d'un traitement particulier. Donc, comment on va faire cette cartographie ? Alors, il faut arriver à recenser et à auditer l'intégralité de vos SI pour savoir quelles sont ces données et comment elles sont structurées. Est-ce qu'elles sont structurées, non structurées, comment elles sont collectées, de manière à avoir une vision claire de votre situation, comment elles sont utilisées. Et vous verrez, parce que c'est le cas chez certains clients qu'on suit, vous verrez que quand vous faites cette cartographie, que la première étape c'est de faire cette cartographie, vous allez vous apercevoir que souvent vous avez des données personnelles qui sont collectées et qui ne sont soit pas utilisées, soit utilisées mais de manière complètement libre. Genre, vous allez voir des personnes qui vont faire des extracts CSV ou Excel de vos données et qui vont se balader sur des clés USB avec les données personnelles de vos clients ou de vos utilisateurs. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver dans le cadre de la GDPR et dans le cadre de la cartographie. Il faut à la fois cibler les données, mais aussi cibler la façon dont elles sont injectées et consommées. Vous allez pouvoir vous baser sur un certain nombre d'outils, puisqu'il y a des outils d'offres éditeurs qui vont vous permettre de cartographier l'intégralité de vos bases de données. Mais attention, cartographier la donnée, ça ne veut pas dire juste cartographier vos bases de données. Encore une fois, beaucoup d'entreprises ont des sources de données qui ne rentrent pas dans les SI data des entreprises, ou qui devraient rentrer et qui ne rentrent pas, et il va falloir faire super attention à bien les cartographier elles aussi. Si vous voulez, on pourra rentrer au moment des questions sur les types d'outils qui peuvent permettre cela. Le livrable derrière cette application-là, c'est d'avoir un dictionnaire métier avec l'intégralité des données de votre société et cibler toutes vos données personnelles et sensibles. Une fois que vous avez cette cartographie, vous allez entrer dans l'étape d'après, à savoir identifier ce que vous en faites. Donc là, la directive est très claire et la CNIL a beaucoup avancé sur le sujet. Il faut établir un registre précis et mis à jour de manière extrêmement fréquente de tous vos traitements et de tous vos incidents. La première chose, si vous avez un contrôle que la CNIL va vous demander, c'est où est votre registre ? Et dans votre registre, doit être identifié toutes les sources d'informations, les traitements, la finalité, et ce que vous en faites derrière. Est-ce que ça reste dans votre entreprise ou est-ce que ça sort de votre entreprise? Et si ça sort de votre entreprise, où est-ce que ça sort? En Europe, dans un pays signataire, il y a 29 pays signataires de la GDPR, est-ce que ça sort dans un pays signataire ou est-ce que ça sort dans un pays hors signataire? Et là, la CNIL sera encore plus regardante, on va dire, sur le traitement que vous en faites, puisque la donnée finale, la cible, l'objectif de ce traitement est une sortie de cette information. Et également, la CNIL, à partir de ce registre, va étudier la pertinence de votre traitement. Est-ce que c'est un traitement qui a une justification dans le cadre de votre entreprise et du business de votre entreprise?
Ou est-ce que c'est un traitement qui n'a pas de justification, en tout cas qui n'a pas de finalité concrète au sein de votre entreprise? À ce registre des traitements, il faut y adjoindre un registre des incidents, c'est-à-dire pouvoir identifier tous les incidents que vous avez sur vos systèmes d'information data. Est-ce que vous avez subi des vols, des pertes de données? Et des vols, des pertes de données, alors on va utiliser le terme perte de données parce que ça va tout regrouper. Ça peut être des actions, on va dire, frauduleuses avec des vols avérés, des piratages avérés. Ça peut être aussi des actions inconscientes. Quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, copie sur une clé USB des données personnelles de clients et les emmène chez lui. C'est un risque de perte de données, et ces incidents-là, s'ils sont détectés, doivent être consignés de manière à ce que derrière il y ait un plan d'action de rectification pour chaque incident. Sachant que la directive vous impose également, lorsque vous avez un piratage ou une perte d'information, un vol d'information, à faire une déclaration à la CNIL de cet incident. Donc, il n'y a pas encore de notification précise de la CNIL sur le type de déclaration qu'il va falloir faire, mais sachez qu'il va falloir le faire. Donc vous devrez être transparent sur tous les incidents que vous allez noter, parce que si jamais vous avez un contrôle de la CNIL, que vous avez listé un incident et que la CNIL n'a pas été prévenu d'un incident qui a un certain retentissement sur l'intégrité des données personnelles des personnes physiques, elle peut également se servir de cet argument pour vous pénaliser. Donc, troisième étape de votre démarche, votre registre, traitement, incident. Et une fois que vous avez fait ce travail, eh bien vous allez avoir identifié vos données, vos traitements. Il va falloir pour chaque donnée, pour chaque traitement, mesurer le risque. Et là, vous rentrez dans une gestion du risque classique, où vous réalisez une étude d'impact. Vous allez identifier, qualifier ces impacts, et derrière, vous allez établir un plan d'action de mise en conformité. Alors ce plan d'action, qu'est-ce qu'il regroupe? D'abord, en termes de gestion du risque, vous pouvez très bien accepter le risque. La directive ne vous impose pas une action particulière pour chaque traitement. Ce qu'elle vous impose, c'est d'avoir identifié le risque et d'avoir mis en œuvre tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour protéger les données de vos utilisateurs ou de vos clients. Des entreprises choisiront certainement d'accepter le risque et de dire, ben voilà, je sais, je fais ce traitement, c'est important pour ma société, c'est en cohérence avec mes services. Je prends un cas particulier pour l'assurance. Pour calculer les polices d'assurance, les assureurs collectent un certain nombre de données personnelles sur chacun de leurs clients ou sur chacun de leurs futurs clients, vont analyser ces éléments-là de santé, de géographie, d'historique personnel, de travail, etc. pour calculer la police, pour proposer des services. Ça fait partie du business de l'entreprise. La directive n'interdit pas de faire ce travail-là. La directive n'interdit pas non plus de croiser ces données-là avec des données externes, si vous le souhaitez, pour faire de la connaissance client ou pour améliorer votre connaissance des utilisateurs. Par contre, ce qu'elle vous impose, c'est de mettre en œuvre des actions qui vont permettre d'assurer la protection. Donc ça peut être des actions techniques sur les systèmes de sécurité, ça peut être des actions pratiques sur des processus au sein de votre entreprise, ça peut être aussi effectivement donc de dire j'accepte le risque actuel de ma donnée, je l'ai identifié, si la CNIL fait un contrôle, ben je lui expliquerai à la CNIL que je le fais dans une démarche spécifique et j'ai mis en œuvre tout ce qui était possible de faire pour protéger les données. Il faut voir ce plan d'action comme une opportunité. Ernesto le disait tout à l'heure, cette opportunité, c'est de pouvoir présenter et vous en servir comme argument marketing auprès de vos clients pour leur donner confiance. Et c'est ça que la directive essaie de cadrer, c'est de donner confiance. Et quand vous aurez réalisé votre étude d'impact, vous allez rentrer dans un des points de la CNIL qui est la privacy by design. La privacy by design, c'est que dès le début de la conception d'un traitement ou d'un service au sein de votre société, vous allez devoir penser protection des données. Dès le départ, dès la conception métier, les premiers use cases. Établir cette étude d'impact et mesurer le risque sur vos systèmes existants va permettre de vous mettre dans cette démarche et déjà de travailler de cette manière-là.
Et donc, au sortir de cette mesure du risque, vous allez établir votre étude d'impact, votre plan d'action et votre roadmap de mise en conformité, parce que n'ayez pas peur. La CNIL comprendra très bien que si, par exemple, vous commencez votre démarche au mois de septembre ou au mois d'octobre, et ben sur certains de vos systèmes, vous mettrez peut-être un an à être en conformité. Ce qui sera important à ce moment-là, c'est de lui démontrer que vous avez pris conscience du sujet, que vous avez mis en œuvre une équipe, que vous avez établi un plan d'action et que vous avez une roadmap avec les lignes budgétaires qu'il faut pour vous mettre en conformité. Et là, ne vous inquiétez pas, elle sera très sensible à ces éléments-là. Et vous pouvez vous faire aider de cabinets d'avocats, de SN. ASI vous propose dans ce cadre-là des actions de conseil spécifiques sur toute la gestion de votre plan d'action et des risques associés. Pour finir sur les éléments de la roadmap et des plans d'action, il y a un point qui sera très important, c'est la gestion des droits du propriétaire des données. La directive pose bien la règle que la donnée reste propriété de la personne physique, de votre utilisateur, de votre client. Donc, vous devez, suivant la directive, gérer un consentement explicite de votre utilisateur pour chaque traitement que ces données vont subir. C'est-à-dire que le consentement explicite va être particulièrement compliqué à obtenir sur le traitement qui existe déjà. Comment obtenir ce consentement alors que les traitements sont déjà en cours? De la même manière, vous devrez prévoir des interfaces, des processus, des systèmes qui vont lui permettre à votre utilisateur ou votre client de rectifier, de modifier ces données personnelles s'il le souhaite. Et quand je dis données personnelles, c'est toutes ces données personnelles, qu'il les ait lui-même données, ou que vous ayez croisé via des DMP ou via des sources externes d'informations, que vous ayez croisé ou consolidé des éléments. Si vous faites par exemple un MDM avec de la connaissance client autour d'une consolidation de l'information et de Golden Record, bah, il faudra dire à votre utilisateur s'il souhaite rectifier ces données, non seulement celles qu'il a lui-même confiées, mais aussi toutes celles que vous avez collectées à côté. Donc la personne physique doit être pleinement informée de la nature des données, des traitements, des raisons des traitements. Et là, vous allez pouvoir, si vous voulez le voir comme une opportunité, vous allez pouvoir inclure des outils de gouvernance des données, de gestion de la protection. Vous allez pouvoir marketer votre traitement et utiliser vos supports Internet, par exemple, pour présenter la démarche de mise en conformité et votre démarche de protection des données de manière à fidéliser vos clients et à leur donner encore plus confiance dans votre entreprise. Ce qui est important de voir, c'est que aujourd'hui, on a encore un manque de recul par rapport à cette gestion des droits. Donc là, on rentre vraiment dans ce qu'on va devoir faire. Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? La directive n'indique absolument rien sur les outils ou les moyens que vous devez mettre en œuvre. Elle dit juste que ça doit être explicite, sans équivoque. Et là, c'est à vous, avec vos conseils, avec vos équipes, métiers en particulier, à imaginer les interfaces, les nouveaux services, les processus que vous allez proposer à vos utilisateurs pour avoir accès à ces droits. Donc certaines entreprises choisiront probablement des démarches, on va dire plutôt protectrices à ce niveau-là, en disant on va cadrer des processus internes, mais pas forcément mettre en place des interfaces claires de modification des données ou de gestion du consentement. Bon, la CNIL sera peut-être pas très réceptive à ce genre de politique. En revanche, vous pouvez aussi partir sur de nouveaux services ou de nouvelles applications qui vont permettre aux utilisateurs de gérer leurs données, pour justement construire cette relation de confiance. Mais derrière, il ne faut pas non plus oublier que il y aura toute une série d'impacts techniques sur vos systèmes, parce que ces gestions des consentements, si un utilisateur dit pour le traitement A j'accepte, pour le traitement B je refuse, pour le traitement C j'accepte, mais pas sur toutes mes données par exemple, si vous lui offrez ces possibilités-là, et derrière, tout votre système d'information va devoir consolider ce consentement personne physique par personne physique pour alimenter vos traitements de l'information et vos chaînes de traitement.
Donc c'est là le cœur de la construction en fait de votre plan de mise en conformité, c'est de définir jusqu'où vous allez avoir envie d'aller et les actions et les interfaces que vous allez proposer aux utilisateurs pour exercer leurs droits. Sachant que la directive dit ils ont le droit d'exercer ces droits et vous avez le devoir de leur proposer des process pour exercer ces droits. Voilà sur la gestion des droits. On a vu toutes les étapes que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, toutes les réflexions que vous pouvez avoir en attendant plus d'informations au niveau de la CNIL ou la transcription de la directive dans le droit français. Sachez quand même que ce sont des projets qui sont des projets de longue haleine, en particulier si vous collectez énormément d'informations personnelles. Donc ne tardez pas à lancer ce genre de démarche. Et surtout, faites-vous aider par des entreprises qui ont l'habitude de mettre en place ces démarches-là, si vous n'avez pas cette habitude-là, de manière à gagner du temps et à créer cette dynamique de mise en conformité. Et je le redis, rassurez-vous, si vous créez cette dynamique et si vous avez des jalons de mise en conformité, même si vous dépassez le 25 mai 2018, la CNIL sera, je pense, très compréhensive à partir du moment où vous lui donnez les éléments pour se dire que vous avez vraiment suivi cette démarche et que vous allez être en conformité à date. Ernesto, je te redonne la main sur la fin du webinaire. Oui, je disais, donc une transition par rapport à ce que tu disais à l'instant sur la gestion des droits, et je vais pouvoir conclure. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la gestion des droits du propriétaire, il n'y a pas de transcription dans le droit français de la directive, il n'y a pas de description précise de ce qui est attendu. En tous les cas, sachez que sur les aspects techniques, que ce soit sur l'aspect cartographie des données ou que ce soit gestion du consentement, même s'il y a des interfaces nouvelles à concevoir, aujourd'hui sur les outils, sur les méthodes et sur les solutions applicatives derrière, aujourd'hui on est dans des contextes qui sont maîtrisés. Simplement, il faut savoir que dans le cadre de projets existants ou dans le cadre de nouveaux projets dans vos systèmes d'information, il faudra prévoir dans les exigences fonctionnelles des critères qui permettent de couvrir la gestion des droits. Et c'est sur les aspects, je dirais, que ce soit de collecte de données, de stockage de données et de transport de la donnée, voire de purge de la donnée, aujourd'hui, ces éléments-là existent déjà dans les systèmes d'information, sont déjà prévus, sont déjà en production. Simplement, avec cette directive, on va devoir renforcer ou apporter des exigences fonctionnelles supplémentaires. Mais ce ne sont pas des choses qui sont révolutionnaires techniquement. C'était un petit bémol que je voulais apporter pour bien contextualiser ces problématiques. Par exemple, sur les cartographies des données, effectivement, tout à l'heure, on a parlé d'outils qui existent sur le marché. Alors, je vais en citer plusieurs par souci d'équité. Hein. Les outils, voyez-les comme des outils qui permettent d'accélérer la démarche de cartographie des données. Par exemple, si vous prenez l'éditeur IBM, vous allez avoir toute une suite très puissante d'outils qui vous permettent de cartographier les données structurées, les données non structurées. Donc ça, c'est des outils qui sont très bien pour faire un scan de vos systèmes d'information, constituer un dictionnaire de données et ensuite établir la criticité sur chacune de ces données et les traitements qui en sont faits et faire cet inventaire. Donc ce sont des outils qui permettent d'accélérer cet inventaire. Il y a d'autres outils, d'autres éditeurs. Je prends l'exemple de méta-analysis de l'éditeur Synergy. C'est également un outil dédié à la cartographie des données. Donc il y a plusieurs outils disponibles sur le marché. Il y a également Microsoft, Talend, qui proposent leur suite d'outils. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces outils-là vont être une aide pour gagner du temps dans cet exercice d'inventaire. En revanche, c'est à vous, avec vos métiers, de bien cibler les données à caractère personnel ou à caractère sensible. Certains outils vont intégrer une intelligence artificielle qui vont déjà vous préconiser ou vous proposer une shortlist de données. Maintenant, c'est à vous de les affiner et de les valider. C'est pas l'outil qui va vous donner une liste exhaustive et tamponner des données à caractère sensible ou personnel. Simplement, ça va être un moyen de le faire plus rapidement plutôt que de le faire avec des solutions manuelles.
Donc ça, c'est important de souligner ça sur l'outillage. Nous, on le recommande fortement, bien évidemment, dans le cadre d'une démarche de cartographie des données. Maintenant, l'outil en lui seul n'est pas la solution. Il faut également une méthode et des personnes qui sont impliquées pour affiner cet inventaire des données personnelles. Et donc même chose pour la gestion des droits. Voilà, c'est dès la conception avoir prévu dans les exigences fonctionnelles un certain nombre de points de fonction qui traitent la gestion des droits. Donc on parlait de la gestion du consentement, du droit de la rectification, du droit à l'oubli. Ce seront de nouvelles exigences fonctionnelles à traiter dans vos projets. Voilà, donc pour faire une vue d'ensemble de la démarche ASI, on souhaite proposer une démarche principalement en 3 étapes, avec une démarche de lancement de projet d'init qui permettra de définir le cadre du projet, définir les enjeux, les acteurs, les différents jalons du projet et de lancer le projet. Vous allez avoir une phase d'étude, donc c'est là où on va faire cet exercice de cartographie des données, de mesure du risque et de définir un plan d'action. Et enfin, une étape de mise en conformité. Et il faut bien souligner que cette étape de mise en conformité, elle démarre, mais ensuite elle reste active. Elle n'aura pas de fin, puisqu'on part du principe que ce sera une démarche qui sera applicable et qui sera une nouvelle norme pour tous les projets existants, mais également pour les projets suivants. Donc c'est vraiment une démarche qui prend effet à une certaine date dans votre entreprise, mais qui va être récurrente et permanente dans vos nouveaux projets. Alors, ce qui est important, c'est que dans la mise en conformité, vous allez avoir grosso modo 4 chantiers à mener en termes de mise en conformité. Un chantier sur les aspects juridiques, donc très important, puisque ça va être la première étape, ça va être la revue de vos contrats avec vos fournisseurs, puisqu'il va y avoir une co-responsabilité sur les données personnelles. Il va y avoir un chantier sur les aspects organisation et processus, donc sur tous les processus métiers au sein de votre entreprise, sur la gestion des consentements. Donc là, il y a vraiment un pôle d'organisation et de processus métier. Il y aura aussi un aspect communication, donc ce qui sera très fort au sein de votre entreprise, ce sera de sensibiliser vos collaborateurs, de les former, de les accompagner au changement pour que cette culture de la protection des données personnelles soit comprise et qu'elle soit appliquée au sein de votre entreprise. Et il y aura de ce fait une communication en interne, mais également en externe, auprès de vos clients, auprès du marché. Enfin, bien évidemment, il y aura un chantier sur les aspects techniques. Donc on va parler qualité de données, on va parler anonymisation des données, on va parler gestion des référentiels avec du MDM, et ensuite on va implémenter tous les systèmes qui vont permettre de sécuriser s'il y a des failles dans vos systèmes. Donc tous les systèmes de surveillance, de gestion des accès et qui vont permettre de suivre et de surveiller toutes les violations éventuelles des données personnelles. Donc que ce soit les échanges en interne, mais également les échanges en externe avec l'extérieur de l'entreprise. Donc voilà, on vous propose une démarche ASI. Donc c'est vraiment une phase d'initialisation et d'étude qu'on estime aux alentours de 2 mois. Après, ça peut être variable en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la taille du projet. Donc c'est une préconisation. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'en phase de lancement du projet, on va revoir ces différentes étapes et ces différents objectifs et on va valider ensemble les différents objectifs et les différents livrables à mener et le planning et également le plan de charge, ce qu'a souligné Philippe en début de présentation. Moi, j'ai échangé avec un client qui me disait, voilà, moi je suis côté métier, on me demande de travailler sur la cartographie des données, mais j'ai pas de temps pour y consacrer, et j'ai besoin que ma hiérarchie m'appuie et me donne du temps suffisant pour y travailler. Donc ce qui est très important, c'est de définir en phase d'init ce plan de charge et de donner du temps à vos équipes pour pouvoir se concentrer et travailler sur cette démarche-là. Donc une phase d'init, ensuite une phase d'étude, on va pouvoir réaliser et concevoir le plan d'action à mener dans le cadre de la mise en conformité de la GDPR, et enfin effectivement une étape de mise en conformité, on va pouvoir appliquer ce plan d'action, adopter le Privacy by Design sur toutes les applications qui sont en production, en run aujourd'hui dans votre système d'information, mais aussi pour toutes les nouvelles applications.
à venir dans votre système d'information. Donc ça concourt vraiment au renforcement de la sécurité de votre architecture actuelle et c'est vraiment l'application des bonnes pratiques et des nouvelles pratiques qui renforcent la protection des données personnelles dans le cadre de votre entreprise. Vous pouvez nous contacter, Ernesto, moi, votre commercial ASI si vous êtes en relation avec lui, qui saura vous rediriger. On est à votre disposition, à la fois pour répondre à vos questions suite à ce webinaire et à la fois également pour vous accompagner, pour vous aider à étudier et à mettre en œuvre une démarche quant à la mise en conformité.